La première, 9h-10h le dimanche, les Belges du bout du monde. avec Adrien Jovenot. Bon dia et bienvenue dans cette émission spéciale réalisée au Portugal dans le cadre de l'échappée belge, un voyage découverte à vélo entre Lisbonne et le Cap Saint-Vincent avec une joyeuse bande de personnalités. Lio en tête. Bonjour Lio. Bonjour, bon dia, tudo bem, tudo bom? C'est un retour aux sources pour vous ce voyage dans votre pays natal? Oui, absolument. C'est vraiment comme une gourmandise et je regarde ça en me disant chaque jour qu'est-ce que j'ai eu de la chance d'être née ici. Ça c'est beau et on va vous le prouver jusqu'à 10h avec énormément d'invités, de variétés dans cette émission et une chroniqueuse bourlingueuse que vous ne connaissez pas encore dans ce rôle-là, c'est Corinne Marlière. Bonjour Corinne. Bonjour Adrien. Sophie Merguen, Maria Mallard sont restées au pays et c'est à vous que revient le plaisir de nous raconter ce pays avec une histoire qui est une des plus anciennes de l'Union européenne. Alors effectivement, le royaume est fondé au XIIe siècle et il débarque sur la scène internationale au XVe. C'est alors l'une des plus grandes puissances d'Europe occidentale, un vaste empire colonial et l'un des pionniers des grandes découvertes. Mais ce rayonnement décline dès le XVIIe siècle. En 1910, la monarchie est renversée par les militaires pour faire place à la première république portugaise. Ensuite, c'est un régime autoritaire qui prend la tête du pays avec le fameux dictateur Salazar. Dictature qui durera 40 ans avant un retour de la démocratie en 1974 avec la révolution des œillets. Alors, petite anecdote, pourquoi les œillets ? Eh bien, parce que le lieu par excellence de cette révolution, c'est le marché aux fleurs de Lisbonne, richement fourni en œillets. Si je veux vous faire plaisir, Lio, c'est plutôt une rose ou un œillet ? C'est des œillets rouges. C'est vrai que j'adore ça. Un œillet rouge a fleuri au Portugal, chantait Georges Moustaki. Et c'était pas juste pour la botanique, c'est tout un symbole de révolution. Oui, il faut savoir que le peuple l'attendait tout de même. C'était devenu intenable. Depuis 43 ans, votre pays a retrouvé la démocratie. Alors, avec le retour de la démocratie, c'est aussi, Corinne Marlière, une relance de l'économie. Oui, le Portugal redevient un pays développé et stable en Europe. Ce n'est qu'en 2009 que les choses se gâtent à nouveau, avec la plus grave crise économique depuis la chute de la dictature. Mais ça, on y revient tout à l'heure. Alors tout à l'heure, nous vous présenterons aussi une série de Belges installés ici. Par exemple, Didier Defeu, qui est le délégué de l'Union francophone des Belges à l'étranger. Vincent Jonker, qui est lauréat des trophées des Belges du bout du monde 2016. Il a créé à Portimao la société Saboréal, qui relance la tradition des conserves de sardines. Et puis Carole Purnel, elle est artiste et directrice d'entreprise à Lisbonne. C'est avec elle et Mbo Mpenza que nous entamerons d'ailleurs dans quelques secondes notre première plongée dans la capitale portugaise. Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde. Et pour ouvrir cette émission, nous plantons nos micros dans le quartier de Belém, là où Vasco de Gama appareilla en juillet 1497 pour partir sur la route des Indes. C'est un bel endroit pour accueillir une autre grande voyageuse. Carole Purnel, bonjour. Bonjour. Bon dia. Bon dia. Alors pouvez-vous mettre un peu d'image à la radio ? Parce que c'est magnifique ici, on est à un endroit stratégique de Lisbonne. D'abord, nous sommes en plein soleil, mois d'octobre ou pas mois d'octobre, presque, mais il fait un grand soleil. Nous sommes au bord du Tage, qui est ce grand fleuve très large, sur lequel passe le pont du 25 avril. C'était le pont Salazar avant. Voilà, qui était exactement le pont Salazar, rebaptisé donc lors de la chute de la dictature, le 25 avril 1974, donc à la révolution des œillets. Mais nous avons aussi le Christ roi, donc la célèbre statue qui a son pareil à Rio de Janeiro. Et puis alors nous avons donc ce monument des découvertes avec tous les personnages illustres de l'époque qui tendent tous vers le nouveau monde. Ouais, je vois Cabral, je vois Vasco de Gama. Oh, et je vois Mbo Mpenza. Bonjour Mbo. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Parce que quand on parle de Lisbonne, forcément, ça vous réchauffe tout de suite le cœur. Vous avez passé ici les plus belles années de votre vie. Mes plus belles années, que ce soit ma vie sportive et non sportive, je dirais la vie de tous les jours. Quand vous m'avez invité au Portugal, j'ai dit
Tout de suite, ben oui, bien sûr, pourquoi pas. Il faut savoir que le Portugal, vous étiez ici il y a 15 ans, c'est à ce moment-là que vous êtes arrivé aussi. Oui, 17 ans. Oui, le Portugal a beaucoup changé. Avant, c'était un peu le dernier pays avant l'Afrique, c'était un pays presque du bout du monde. Et maintenant, on est au sein de l'Europe, un pays vraiment émergent qui s'est beaucoup développé. Oui, tout à fait. Ça a bien changé depuis 17 ans, mais je peux dire que l'esprit lisboète, par exemple, est toujours le même. Garder les vrais gens au sein de la vraie ville. Alors Carole, vous avez un deuxième point commun avec Mbo Mpenza, non seulement le Portugal, mais aussi le Congo, parce que vous êtes né, comme Mbo, au Congo. C'était quoi? C'est le Zaïre, c'était le Congo belge, c'était la RDC À ce moment-là, je pense que c'était le Zaïre, donc on parle de 1964, ça ne nous rajeunit pas. Mais je n'y suis pas restée très longtemps, mais je pense que j'ai gardé de là cet amour de la chaleur et de la vie au plein air et des gens sympathiques dans les rues. Vous aussi, Mbo, c'était plutôt quoi, les années 70, 80? Plus 80 que 70, mais oui, exactement. Mais il faut juste savoir qu'ici, on m'appelle pas Mbo, hein. C'est Mbu Mpenza, parce qu'ils ont du mal avec les M. Mbu. Alors, vous avez donc ce parcours un peu similaire avec celui de Carole, qui est née, c'est quoi, à Kolwezi. À Kolwezi, Kolwezi, tout à fait. Et puis qui a voyagé. Vous avez fait des études à Liège? Oui, voilà, j'ai étudié à Liège, j'ai travaillé à Bruxelles, et puis j'ai réétudié un master en France. Et vous aussi, à Mbo, vous avez joué à Liège, vous avez joué à Bruxelles, vous avez étudié là-bas, si on veut. Exactement. Étudier le foot. Et étudier le foot, Moucron, Bruxelles, Liège, Portugal. Super, super. Et vous avez été, je crois, un des premiers Belges à devenir champion du Portugal. Oui, c'est vraiment avec des honneurs de l'équipe qu'on avait eu cette année-là. Et en plus, c'était le premier titre depuis 18 ans. Donc, ça nous fait rentrer quand même dans l'histoire un peu plus du Portugal et du Sporting de Lisbonne. Oui, et Rodrigo Benkens me rappelait tout à l'heure avec un petit message que Michel Prudhomme est passé à la même époque, mais lui était dans le club en face et les deux stades se touchent presque. Lui était au Benfica. Exactement, au Benfica, mais il faut juste savoir que c'est un peu Michel qui m'a poussé, m'a conseillé de venir au Portugal. Parce que moi, je voulais vraiment pas. Parce que on parle de 2000. Oui. Et à cette période-là, le Portugal, c'était pas comme maintenant. Et il me disait, bon, le Portugal est occupé de se développer et en bien. Et donc, heureusement, j'ai suivi ses conseils. Et effectivement, de très bons conseils. Il était en face, moi j'étais de l'autre côté et j'ai gagné. Vous êtes parti, vous, de l'autre côté de l'Atlantique. Vous avez étudié à New York, je crois, Carole. Oui, tout à fait. Bon, c'était dans ma carrière avant de faire des spectacles, mais j'ai toujours un peu cherché à beaucoup voyager. Vous étiez à la School of Visual Arts de New York. Tout à vous avez fait un master en France en multimédia à Angoulême, et c'est là que vous avez rencontré l'homme qui vous a amené ici au Portugal. Donc voilà, donc mon mari est portugais et puis alors quand nous avons terminé nos études en France, on s'est regardé et moi j'avais une proposition sur Paris, on y a été, il pleuvait, il faisait gris et il m'a dit "Oh tu sais ça va pas le faire, hein. Je suis désolée, moi je vis près de la mer, je fais du surf. Donc viens en Portugal et tu trouveras du travail." Et puis voilà, je suis venue et nous avions toujours l'objectif de vivre de ce qu'on faisait. Donc c'est-à-dire artiste. Alors ici, vous avez créé un festival qui s'appelle Lumina. Tout à fait. Donc c'est un festival de lumière qui rassemble un demi-million de personnes quand même sur 3 jours. Et donc ce festival, bon, par exemple, a gagné le prix dans les 10 meilleurs festivals européens. C'est un festival aussi des familles, de la bonne humeur. Et les Portugais adorent vivre dehors. Donc pour eux, c'est l'idéal. Alors vous avez eu cette année un invité d'honneur et Cocorico, c'était la Belgique. Exactement. Donc c'est la première fois que nous avions un pays invité. Et pour mon plaisir, ça a été la Belgique, parce que nous avons accueilli un artiste belge, Georges Cuvillier, qui a fait une énorme sculpture en bambou de plus de 100 mètres, avec du feu et de la lumière. Et donc l'ambassade m'a dit, mais Carole, il faut qu'on aille plus loin que ça. Et nous, on veut montrer la Belgique et tout ce que la Belgique a de bon. Et je lui ai dit, alors on va commencer par la gastronomie. Et donc nous avons eu un petit festival de street food avec les frites, la bière, le chocolat, donc tout ce que la Belgique a un peu de très bon. Et donc nous avons fait cette présentation aux Portugais avec une zone en plein air avec un jazziste belge. Est-ce qu'on mange aussi bien au Portugal qu'en Belgique, Mbo Mpenza? C'est Joker, hein. Joker, parce qu'au Portugal, on mange aussi très très bien.
Franchement, il y a de tout. C'est pour ça que la vie de tous les jours ici, c'est vraiment bien. Il y a le soleil, la nourriture est excellente et les Portugais sont vraiment très charmants. Peut-être un peu trop, on dit que la vie de famille est souvent très accaparante et qu'il est difficile, surtout quand on est marié à un Portugais comme vous, d'en sortir avec une belle famille très très présente. Bon, je ne vais pas parler de la mienne parce qu'ils sont impeccables, mais vous avez tout à fait raison. Donc, quand on vient de l'étranger et qu'on s'installe au Portugal, c'est quelquefois difficile de se faire des amis avec lesquels on va vraiment se rencontrer très souvent les week-ends, parce que très souvent, les gens vous disent « Ah non, mais ce samedi, je suis dans ma famille, je suis dans ma belle famille. » Donc, oui, la vie de famille a encore un très grand poids. Vous êtes aussi maman de 2 enfants. C'est facile de les éduquer ici ? Oui, tout à fait. Bon, je vais dire, c'est pas plus difficile qu'en Belgique. Et puis bon, le beau temps aide quand même quand on a des enfants. Hein, ils sont toujours fourrés dehors. Hein. Et puis alors nos projets, nous, en ce moment, je vais simplement dire, c'est continuer. Nous avons des spectacles partout dans le monde. On voyage énormément. Là, on est revenu de Nouvelle-Zélande. On a des choses en Chine. Bon, on va aux États-Unis. Donc, en ce moment, c'est simplement continuer parce que ça nous permet de rencontrer beaucoup de gens super un peu partout dans le monde. Encore un point commun avec vous, le voyage, parce que vous bougez beaucoup tous les deux. Oui, tout à fait. Et en plus, dans mon cas, je viens aussi de terminer un master en management dans le sport. Et pour moi, le but, bien sûr, c'est de grandir, comme elle a très bien dit. Et quand on veut grandir, il faut aller à l'extérieur. Mais le plus important, c'est surtout d'avoir ce lien avec sa famille qui te permet en tout cas de pouvoir continuer d'avancer. Je vous remercie, je vous souhaite un super dimanche, Carole Purnel. Avec plaisir. Et dans quelques instants sur la première, nous aurons rendez-vous avec d'autres Belges installés ici au Portugal et entre autres Didier Defeu et sa société Comme Chez Soi. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je t'aime beaucoup. Un duo virtuel entre Césaria et Vora. Ça, c'est la magie de la radio quand même. Et Lio qui reprend ce titre, Petit Pays. Quand vous entendez cette musique, Petit Pays, le Petit Pays, c'est évidemment c'est le Cap-Vert, mais pour vous, c'est le Portugal ou c'est la Belgique ? C'est le Portugal, c'est la Belgique. Des petits pays et des grands peuples. Voilà, j'ai toujours dit que ça allait avec. Je pense que plus le pays est petit, plus il faut avoir de l'imagination pour survivre et trouver des bonnes idées, quoi. Et pour en sortir aussi, il y a des conquérants qui quittent la Belgique. Les frontières sont parfois trop confinées. Ils prennent le large et c'est le cas des Belges du bout du monde. Dans un instant, nous vous présenterons Catherine et Didier Defeu qui ont créé ici le Comme Chez Soi. Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde. Didier Defeu, bonjour. Bonjour. Et bonjour à Catherine aussi, votre épouse. Bonjour. Alors, quand on dit Comme Chez Soi, évidemment, pour les Belges, on pense tout de suite restaurant, mais là, c'est un peu de l'humour belge parce que c'est de l'autodérision. Non, c'est pas un restaurant que vous avez créé. Non, justement pas. Beaucoup de gens croient que c'est un restaurant, mais c'est pas du tout un restaurant. C'est tout ce qui est normalement accompagnement et autres pour les personnes étrangères voulant venir s'installer au Portugal. Alors, vous avez fait le chemin inverse de Lio, qui a quitté le Portugal pour venir vivre en Belgique. Vous êtes parti de Belgique il y a une dizaine d'années pour venir vivre ici au Portugal. Oui, c'est ça, oui. Alors, quelle mouche vous a piqué ? Bah déjà, moi je suis né au Zaïre, donc en Afrique. Je suis passé en Belgique quand j'étais tout jeune, et donc j'ai eu toute mon enfance en Belgique, mais avec toujours l'envie de retourner au soleil. Et donc comme mes parents habitent ici depuis 98, bah, je venais ici régulièrement en vacances, et puis un jour on a fait le pas et on est venu, on a tout plaqué pour faire une nouvelle vie ici au Portugal. Alors, vous avez étudié français langue étrangère, entre autres, et pourtant vous avez fait des ménages ici. Vous avez dû faire au départ des tas d'autres choses qui n'étaient pas prévues au programme. Voilà, donc l'objectif, on a eu un conseil de famille à certains moments, parce que Didier avait pris une pause carrière. On devait dire, bon, est-ce qu'on rentre ou est-ce qu'on reste ? Et donc, tous les quatre, on s'est dit, on reste au Portugal. Et on a eu l'opportunité de reprendre une société de nettoyage à Orléans. Et puis petit à petit, on a changé d'orientation et maintenant on a créé le Comme Chez Soi. Donc une entreprise familiale qui aide entre autres à l'expatriation. Qu'est-ce que vous pensez de ce parcours, Lio ?
Moi, il m'étonne, j'adore. J'ai eu la chance de redescendre de l'église avec madame. On a parlé de ce qui s'est passé. Je trouve qu'il faut beaucoup de courage, mais je crois que c'est aussi pour ça qu'ils sont aussi forts ensemble. Moi, ce qui me frappe quand je vois un vrai couple, moi, je crois que de toute façon, pour qu'un couple dure, faut avoir des projets communs. Sinon, juste compter qu'on est amoureux, que ça dure tout le temps et que l'enfant va faire le ciment d'une vie, ça, c'est pas vrai. Vous êtes pour moi un exemple complètement. Je viendrai vous voir quand je reviendrai. J'aurais bien besoin de votre aide parce que c'est pas facile, là, je le sais, moi. Justement, donc ici, depuis quelques années, on a pas mal de francophones qui viennent vers l'Algarve et vers le Portugal parce que justement, le Portugal, pour un peu relancer l'économie du pays, a lancé une défiscalisation des revenus de pension. Et donc, c'est ce résident non habituel, pour toute personne qui veut venir au Portugal vivre au moins 6 mois et 1 jour, pourra bénéficier, suivant certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les revenus de la retraite. Ils disent que ça le permet de venir ici et de vivre mieux, puisque vivre au Portugal coûte moins cher qu'en Belgique. Et faire vivre en même temps le pays un peu? Oui, justement, parce qu'ici, comme ils doivent vivre 6 mois et 1 jour, ils vont faire quoi de tout l'argent qu'ils n'ont pas dépensé pour l'État? Ils vont le dépenser en mangeant, en allant boire, en sortant. Et donc, ça relance vraiment l'économie. On voit différents petits commerces qui avant étaient fermés, qui petit à petit commencent à se rouvrir. Donc, c'est une bouffée d'air frais pour le Portugal. Parlez-nous un peu de votre vie quotidienne ici. Vous avez dû imaginer un peu votre emploi. Il y a cette société de conseil. Vous êtes aussi agent immobilier. Comment se passe vos journées? Les journées, c'est assez parfois chaotique, puisque le matin, on a les enfants qui sont à l'école portugaise, bien entendu. Ils ont quel âge, les enfants? La plus petite, elle a 10 ans, la plus grande a 14. Et donc, on a pris d'initiative, dès on est arrivé ici, on dit, on va s'intégrer, on va apprendre la langue, donc on met les enfants directement à l'école portugaise. Et donc, le matin, elle commence à 8h30 à l'école, on les dépose, on va au bureau, et il y a des jours qu'on termine à 8h du soir au bureau, parce que justement, les enfants ont des activités le soir, danse et autres. Et donc, c'est une vie complètement différente, mais comme on est beaucoup plus à l'extérieur, c'est vrai que, comme on disait, on n'a pas toujours l'impression de travailler. Pourtant, on bosse beaucoup, mais c'est à l'extérieur, on a des amis, on a des connaissances, et les sourires des personnes dans la rue, c'est vraiment très agréable. On va jeter un coup d'œil sur l'économie de votre pays natal, Lio, avec notre chroniqueuse bourlingueuse aujourd'hui, c'est Corinne Marlière. Le Portugal, on le sait, est un pays en pleine mutation. Sur le plan économique, Corinne, il est passé d'une économie essentiellement agricole à une croissance fondée sur l'industrie et les services. Oui, les principales exportations sont le textile, les voitures et aussi les composants électroniques. Alors, à côté de ça, il faut quand même rappeler que le Portugal, c'est un grand pays viticole avec le célèbre vin de Porto. C'est aussi le premier exportateur mondial de liège. Et puis évidemment, autre incontournable de l'économie portugaise, le tourisme, essentiellement basé à Lisbonne, en Algarve et sur l'île de Madère. Un tourisme qui sera capital pour sortir de la crise. Oui, en 2011, le pays est embourbé dans une crise économique, mais aussi sociale et politique, avec la contestation des mesures d'austérité. Et effectivement, c'est entre autres grâce au tourisme que 2013 sera l'année de la reprise économique. Alors, autre tournant dans cette lutte contre la crise, ce sont les élections législatives de 2015. Le gouvernement de centre-droite s'effondre pour laisser place à une coalition inédite entre les socialistes et la gauche radicale. Un nouveau gouvernement qui s'oppose aux mesures d'austérité. Les coupes dans le salaire des fonctionnaires sont donc annulées. Le salaire minimum est relevé. Un numéro d'équilibriste quand on sait que le président Marcelo Rebelo de Sousa est lui un président de droite qui a le droit de dissoudre le Parlement. Mais jusqu'à présent, heureusement, ce président respecte les choix du gouvernement et le pays a retrouvé sa stabilité. Depuis le début de ce voyage, Lio, on a quitté Lisbonne, on est allé à Évora, on a traversé aussi une terre chargée d'histoire, l'Alentejo, le grenier d'une part à blé, mais surtout le premier exportateur de liège, je parle du chêne liège du monde, où il y a 30 ou 40 ans de cela, c'était des conditions de vie incroyables. Oui, les gens savent pas parce qu'on était très très privilégiés dans la partie haute de l'Europe, mais jusqu'en 74, ici, dans cette région de l'Alentejo, il y avait plus de 3000 hectares qui appartenaient à 2 familles. Les gens, ils se mettaient le matin sur la place publique et on disait, toi, tu travailles, on regardait les dents, on regardait les pieds, il fallait pas qu'ils tombent malades. Ils étaient traités comme du bétail. C'était en 74. Et les gens se sont battus pour la réforme agraire et ont récupéré les terres. Et ce sont des gens qui sont attachés à ce qu'elles produisent. Tu peux pas savoir comment. C'est pour ça qu'on mange si bien ici. Ça, vous pouvez confirmer, j'imagine. Le vin, les produits de bouche, la gastronomie,
tout est bio déjà, tout est nature et tout a tellement de goût, gorgé de soleil. Mais justement, c'est vrai que ça fait beaucoup. C'est souvent l'écho que j'ai justement des personnes qui viennent résider ici à la retraite. C'est que quand ils font leurs petites courses dans les marchés locaux et autres, ils disent les tomates goûtent la tomate, les légumes ont vraiment un goût de légumes et on n'a plus l'impression de manger du plastico. Donc ils revivent au niveau justement pour la nourriture et autres. Mais de l'autre côté, c'est aussi un coût moindre que ce qu'on pouvait avoir en Belgique. Donc je veux dire, de manière globale, je ne sais pas si on peut exagérer, mais Catherine et moi, on mange le midi dans un petit restaurant-café ici à Loulé. Le plat du jour avec une boisson, on paye 9,30 € pour deux. Pour deux? Ah oui. D'accord. Oui, d'accord. Ok. Bon, on va marquer une petite pause et puis on se retrouvera avec vous, votre épouse. Hein. Et puis un autre Belge qui a créé son entreprise ici, qui s'appelle Vincent Jonker, et qui a créé Saboréal, qui reprend un peu la tradition de la conservation des sardines en Algarve. À tout de suite. Les Belges du bout du monde, 9h, 10h sur la première. avec Adrien Jovenot. Merci de suivre les Belges du bout du monde au Portugal. Une émission spéciale avec du vélo, avec des invités, avec des personnalités aussi. Lio qui nous a rejoint, qui a materné un petit peu le groupe de cyclistes. C'est vrai, vous avez fait un peu tout dans ce voyage depuis lundi que vous êtes avec nous, Lio. Mais oui, mais de fait, les Portugais sont très accueillants. Ce qu'il faut pas, c'est les prendre à rebrousse-poil. Ils ont un côté hérisson. Donc, tu vois, ils vont montrer leurs petites épines. Et si tu les prends pas avec tendresse et délicatesse, eh ben, tu vas te piquer. En revanche, quand ils montent le ventre, ça va bien. Et moi, j'étais là pour qu'ils montent le ventre. Parce que tu sais, 30 personnes qui débarquent d'un coup, qui ont pas réservé la veille. Quand on est arrivé l'autre fois à la Lentej, on a dit pour 30, et dit, mais c'est ce que je sers en un an. Alors, tu penses que c'est dur pour eux. Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF. Grandula Villa Morena. Vous êtes bien sur la RTBF, hein, vous n'écoutez pas la RTP, la radio-télévision portugaise. Non, c'est la première que vous écoutez ce dimanche matin avec les Belges du bout du monde. Et on va vous permettre de rencontrer virtuellement un autre Belge installé ici en Algarve. Il s'appelle Vincent Jonker. Il a été lauréat l'an dernier des trophées des Belges du bout du monde. Il s'est lancé dans la fabrication de conserve de sardines. Les bateaux viennent de rentrer de la pêche et ils sont en train de décharger le produit de leur pêche pour qu'il soit présenté aux acheteurs de la criée. C'est à ce moment-là que la vente va pouvoir commencer. Depuis bientôt 3 ans, Vincent Jonker a quitté la Belgique, Marcinelle plus précisément, pour lancer son entreprise au Portugal. Et pas n'importe laquelle, une conserverie de poissons. Le poisson est acheté entre 7h et 8h du matin et sur la ligne de production à partir de 9h. Pour faire une bonne conserve, c'est de travailler avec des produits les plus frais qui soient. Plutôt que de travailler du poisson qui aurait 1 jour ou 2 jours, eh bien, on essaie de travailler des petites quantités qui vont nous permettre de produire une conserve de très belle qualité. C'est à Portimao que notre Belge du bout du monde, Vincent, et ses 2 associés, un pharmacien et un amateur de pêche, ont ouvert leur conserverie. Mais son amour pour le Portugal remonte à très loin. Je suis venu la première fois quand j'avais 6 ans, en vacances avec mes parents et mon frère. Et on y est revenu très régulièrement. Je suis rapidement tombé amoureux de ce pays, cette culture. J'ai par la suite étudié à l'université de Lisbonne et me voilà ici pour un projet de conserverie de poissons. À l'époque, à Portimao, il y a eu jusqu'à 23 conserveries de poissons comprenant 30 000 emplois directs. Au fil du temps, elles ont fermé une à une pour des raisons essentiellement économiques. Mon projet était effectivement d'essayer de récupérer ce savoir-faire qui, à mon sens, est aussi la culture locale. Et en relançant cette petite activité, on voit que toutes les dames qui ont en son temps travaillé dans ces conserveries sont intéressées et viennent nous montrer leurs techniques pour pouvoir étêter, viscérer, pour pouvoir conserver mieux le poisson. Et c'est ça qui fait tout le sel de cette entreprise. C'est qu'au-delà de l'activité économique, c'est aussi une activité de savoir-faire et de culture. De son point de vue, les métiers manuels devraient être remis en avant. C'est aussi noble que de faire son pain. Je pense qu'effectivement, on doit revenir à des projets économiques et des petits projets d'artisans qui sont fondamentalement nobles et qui permettent
à tout un chacun d'avoir un sens dans le travail qu'il fait au quotidien. On aime bien aussi, par nos produits, mettre l'accent sur le travail qui est fait en amont, les pêcheurs, évidemment, mais tous les producteurs, des petits agriculteurs. Parti seul de la Belgique, il a pu compter sur la gentillesse des Portugais pour l'aider dans ce changement de vie radical. Seul, c'est un bien grand mot dans le sens où la culture portugaise est une culture intégrative. Elle intègre les personnes et je dois avouer que je ne me suis jamais senti seul parce qu'il y a une culture de la convivialité. On prend son petit déjeuner dans des petits cafés, on parle directement avec les gens. Et puis bon, c'est vrai que mon activité professionnelle a flatté beaucoup de locaux et ils sont assez reconnaissants, ça fait plaisir. Saboréal, les produits concoctés par notre Belge du bout du monde, Vincent Jonker, ici en Algarve. Les sardines, c'est une des spécialités portugaises, mais on va pas réduire le Portugal au pays des sardines, Lio. Non, mais le Portugal, c'est le pays du suicide de la sardine. Elles finissent toutes en boîte, il faut quand même bien le savoir. Et on réduit pas, effectivement, le pays à la sardine, mais à la morue, hein, bien qu'on adore m'appeler ma petite morue. Moi, je ne sais même pas si je dois rire ou pleurer. Ben, tant qu'on dit qu'elles ont pas du poil sur les jambes, les morues, donc ça ira. Alors, il y a le bacalao. Comment on prononce au restaurant, si on veut, le bacalao? Bacalhau. On mouille un peu au Portugal, c'est un pays un peu mouillé. Bacalhau, il pose à muitas recettes, beaucoup de recettes. Vous cuisinez d'ailleurs un petit peu à la portugaise depuis que vous vivez ici, Catherine? De temps en temps, j'essaye de faire une cataplane de mariscos. Et muito bom, aussi. Et sinon, des carbonades flamandes ou des plats de chez nous, des boules à la liégeoise? Les carbonades, j'en ai fait il y a pas longtemps parce qu'on a assisté à une fête des migrants à Loulé et chaque personne devait apporter un plat spécifique de son pays. Donc j'ai choisi ce jour-là les carbonades. Une fête des migrants. Donc chaque représentant d'un peuple amenait son plat. Voilà, c'est pas mal ça. Et Loulé, c'est situé, c'est l'endroit où vous vivez. Oui. C'est en Algarve. C'est près de Faro? C'est près de Faro, oui. Je dirais à 15 minutes de Faro. Ici, on est à Mertola pour faire cette émission. De l'autre côté de la colline, c'est l'Andalousie. On est vraiment à la frontière espagnole. Un endroit que vous avez découvert avec une église construite sur une ancienne mosquée, Lio. Une ancienne mosquée elle-même construite sur un temple romain. C'est quand même magnifique. Elle est très belle. Il y avait une acoustique sublime. Il y avait beaucoup de simplicité dans cette église et beaucoup de vie. Elle n'était pas sévère, pas trop sacralisée. Il y avait beaucoup de vie dans cette église. Je l'ai beaucoup aimée. Conseil, si vous venez à Mertola, juste au pied du château fort, allez-y. Dans quelques instants, on va continuer cette conversation avec nos Belges du bout du monde. Ce sera après la chanson d'Étienne Dao, La Saudade. Et je remercie Catherine et Didier Defeu d'avoir participé aux Belges du bout du monde sur la première. Je vous souhaite une très très bonne continuation. En sommet de fous messages, j'ai un rendez-vous dans l'air. Inattendu éclair, déjà je... Saudade, et c'était Étienne Dao dans cette émission réalisée au Portugal avec Lio qui entoure nos Belges du bout du monde. Alors Saudade, c'est un sentiment que vous ressentez? Ah oui, tous les jours. Nous les Portugais, on est baignés là-dedans. En fait, l'âme portugaise, elle est un peu slave quand même. Il y a un côté, d'ailleurs même dans la langue, ce est assez slave. Pour nous, la saudade, c'est le manque qu'on aime avoir quelque part, parce que ça veut dire qu'on aime les gens qui nous manquent, le pays, la terre qui nous manque. Alors ici au Portugal, vous avez la saudade de vos enfants qui sont à Bruxelles, peut-être? Exactement. et quand vous êtes à Bruxelles, vous avez la saudade de votre frère ou de votre maman qui vit ici au Portugal? Oui, exactement, et de ma terre, parce que je pense qu'on vient de quelque part. Les Belges du bout du monde sur la première. Lio, au Portugal, pour l'échappée belge. Le Portugal, un pays que vous avez quitté à l'âge de 8 ans, je crois. 6 ans. 6 ans. Vous en gardez un souvenir de cette enfance passée ici? Ah oui, je me souviens très bien. Je pourrais raconter ma maison dans tous les détails à Coimbra, mes voyages pour aller retrouver la maison de mes grands-parents, les jeux qu'on faisait dans la ferme de mon grand-père. C'est quelque chose qui est très très fort pour moi. Plus les odeurs.
C'est ça aussi qui fait quelqu'un. C'est les odeurs, ça parle vraiment au tréfonds de son âme, hein, ça parle au corps, à l'intérieur vraiment. Et tout à l'heure, quand nous traversions les plaines de l'Alentejo, on sentait le fenouil, on sentait le chêne-liège, vraiment les odeurs de la terre qui montent, surtout avec la chaleur. Avec la chaleur, oui, c'est ça. Quand on lit Saramago, qui est le prix Nobel portugais, José Saramago, il dit, si vous voulez savoir ce qu'est vraiment la chaleur qui tue, la soif qui vous étreint, il faut venir dans l'Alentejo, ici, exactement là où on est, pour savoir ce que c'était cette souffrance. Les latifondières, c'est-à-dire que des métayers qui travaillaient pour 2, 3 grandes familles et qui vivaient dans la misère la plus totale, et cela jusqu'au 25 avril. Je crois que nous, quand on est plus au nord, dans les pays plus occidentalisés, on n'a pas conscience de ce qu'était encore le Portugal sous Salazar et la souffrance du peuple. Vous êtes d'ailleurs arrivé en Belgique comme réfugié politique. Oui. Ça n'a pas été facile, j'imagine. Ça forge le caractère? Oui, certainement. En tout cas, ça nous rend attentifs à des choses. Parce que, comme je disais, on vient de quelque part. Moi, je sais pourquoi on est parti ici. Pour moi, la dictature au Portugal, comment vivaient les pauvres, mon grand-père, comment il s'est positionné face à ces gens qui n'avaient rien, parce qu'il était réellement un médecin des pauvres. J'ai toujours vu les tziganes chez nous, des gens qui n'avaient pas un sou, qui venaient se faire soigner gratuitement, en fait, par mon grand-père, qui était communiste. Et à l'époque, il faut se remettre dans ce qu'était le Portugal. Ça voulait dire qu'il avait du cœur. Staline n'avait rien à voir là-dedans. Et je crois que je sais réellement et que je me sens tout à fait proche des gens qui travaillent, avec qui j'ai partagé l'oignon qu'il sortait de terre, qu'il coupait en deux, il mettait une goutte d'huile d'olive et il me l'attendait sur du pain quand ils étaient en train de labourer les champs. Je me sens, pour moi, il y a une poésie immense dans ces gestes-là, un grand savoir, un génie, quoi, quelque chose qui, moi, me touche et qui me rend à mon humanité première. Et qu'on retrouve aussi dans la gastronomie portugaise, oui. Dans les hôtels et les restaurants 4 étoiles, on sert des plats de votre enfance, en fait, des plats tout simples. Oui, parce que c'est une vraie cuisine du terroir qui respecte le produit et le travail des hommes à la terre, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui nous rend grands. À la terre et à la mer. Et à la mer. Il y a les deux dans les assiettes. Mais oui, il y a les deux, parce que finalement, le Portugal, c'est une langue de terre, comme ça, le long de l'Atlantique. Donc il fallait quitter ce petit bout de pays pour aller voir le monde. Mais en même temps, la terre, c'est ce qui nous donnait à manger. En premier lieu, avant les découvertes. Alors ce mélange est très fort ici. Le poulpe, la pieuvre que vous mangez, avec les morceaux de porc qui ont été cuits sur le grill, avec une espèce de purée de pain qui est très particulière. Ouais. Asmigas, mais oui, le pain rassis, où on rajoute de l'huile d'olive, 3 gousses d'ail, et puis un légume qui traîne. Ça peut être spargos, ça peut être tomate, ça peut être un peu d'épinards. Lio, nous sommes au milieu des vignes, les enfants jouent à côté de nous. Les vendanges ont déjà eu lieu, nous sommes le 1er octobre, elles ont lieu plus tôt ici parce qu'il fait très très chaud et c'est une terre de très bons vins, l'Alentejo. Oui, mais de vins un peu comme les Côtes-du-Rhône, qui ont du corps, qui tiennent vraiment à la bouche, presque on peut les mâcher. Moi j'adore ces vins-là, ils sont comme cette terre que quand vous la touchez est très friable, on voit que c'est une belle terre un peu rouge comme ça. Elle est magnifique, et ben le vin lui ressemble. Lio, vous avez été accueilli en Belgique il y a une 40aine d'années, oui. Déjà. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la politique d'accueil de notre pays, votre pays, d'adoption maintenant? Vous savez, les immigrés, ce sont des gens qui ont apporté aussi de la richesse au pays qui les a accueillis. Moi, je suis quelqu'un qui suis profondément pour l'ouverture des frontières, mais à condition qu'il y ait une régulation de l'argent et du salaire minimum. Alors, si on doit parler de mondialisation, donnons un salaire minimum à tous les pauvres du monde. Il y a assez d'argent dans ce monde pour ça. Et vous verrez que les pauvres partiront plus. Parce qu'on n'a pas envie de partir quand on a de quoi vivre chez nous, croyez-moi. C'est sûr, quand on voit cette terre qui est magnifique autour de vous, ce village aussi un peu plus dans le nord où vous avez grandi, vous l'avez pas quitté par plaisir? Mais jamais, je crois que personne. Il y a une très faible, il y aura toujours les aventuriers. Ils font partie d'un faible pourcentage de l'humanité. On a besoin d'eux parce que s'il n'y avait pas ces gens fous qui voulaient partir. Mais ils sont un pourcentage pas très puissant dans l'humanité. Tous les autres qui bougent, c'est qu'ils sont obligés parce qu'ils meurent chez eux.
Ils ont subi leur émigration, ce qui est un peu le contraire des Belges du bout du monde qui ont choisi de partir, Voilà. de construire quelque chose à l'étranger, comme Didier Defeu qu'on recevait tout à l'heure ou Carole Purnel. On va jeter un petit coup d'œil sur les perspectives aussi économiques et politiques dans votre pays natal avec Corinne Marlière. En un an, la coalition de gauche menée par le Premier ministre Antonio Costa a su faire revenir la paix sociale au Portugal. D'ailleurs, l'alliance avec la gauche radicale a permis au Parti socialiste de ne pas subir la crise de confiance que ce même parti subit dans d'autres pays européens. Alors, sur le plan économique, eh bien, le pays se redresse petit à petit. Les sanctions européennes ont été évitées, le déficit est au plus bas depuis 40 ans, le chômage est redescendu. Mais le défi, ça va être de réduire la dette qui continue de peser énormément sur l'économie portugaise. Et vous, Lio, vous êtes optimiste pour l'avenir du Portugal? Oui, je fais confiance à ce peuple. Je trouve que c'est un peuple plein de ressources, avec un regard très franc sur le monde et qui est profondément partageur. Parce qu'en fait, il a conscience qu'il est un petit pays. Il n'aurait pas la connerie d'aller se mesurer à tous les grands. Il sait que c'est en ouvrant qu'il peut s'en sortir. Alors, j'ai confiance en lui. Nous arrivons tout doucement au terme de cette échappée belge passée dans votre pays natal. Quel sentiment avez-vous eu en présentant comme ça les spécialités de votre pays à ce groupe de Belges qui est venu pédaler ici entre Lisbonne, Évora et le Cap Saint-Vincent? J'étais fière. Et j'étais heureuse de voir l'accueil, la curiosité de tout le groupe. Mais en fait, je vais te dire, Adrien, je suis pas surprise parce que c'est exactement la même chose que j'ai ressenti quand j'étais toute petite et que je suis arrivée à Bruxelles et que ça a été vraiment des moments très difficiles pour moi. Et il y a eu cette même gentillesse des Belges, ce même regard et ce même accueil. Pour ça, rien n'a changé et ça, c'est magnifique. Lio, on évoque l'enfance. L'enfance, c'est souvent lié à des chansons. Oui. Les berceuses que nos mamans chantaient. Est-ce que vous avez en mémoire des chansons de cette période? Mimi, tão ladina e tão formosa. Mimi, meu lindo botão de rosa. Mimi, se queres seres boa menina. Mimi, nunca te faças vaidosa. Ah, mais on est très loin de Banana Split. Ah oui, très loin. Merci beaucoup, Lio. Merci. Nous, la semaine prochaine, nous serons en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que votre métier vous a déjà poussé jusque-là? Malheureusement, non, mais j'ai très envie. Eh bien, écoutez l'émission déjà, ça vous donnera une paire d'ailes. Nous serons à Nouméa avec d'autres Belges du bout du monde. Je remercie Bernard Blave et Paul Michel qui étaient aux manettes pour envoyer cette émission dans les foyers de Belgique. Dans un instant sur la première, les décodeurs RTBF, ce sera juste après le journal de 10h. Je vous laisse le mot de la fin, Lio. Então, muitos beijos.